Les rendez-vous de Philopop. C'est les rendez-vous de Philopop sur Westrack Radio. Bonjour à tous. Vous avez tous entendu parler, je suppose, des fake news. Vous avez peut-être entendu dire aussi que nous étions entrés dans l'âge de la post-vérité. Alors il est important d'éclairer ces expressions pour mesurer leur portée et comprendre à quel phénomène inédit nous sommes aujourd'hui confrontés. Deux exemples permettront de comprendre de quoi il retourne. C'est avec l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis en 2016 que ces expressions ont commencé d'être utilisées. Il se trouve que le jour de sa cérémonie d'investiture en 2017, la foule était moins nombreuse qu'au moment de celle d'Obama en 2009. Qu'à cela ne tienne, la conseillère de Trump affirma, au mépris des photos et des documents, qu'on ne pouvait jamais quantifier une foule et qu'il existait, je cite, des faits alternatifs. Il se trouve encore que le jour de l'investiture de Trump, il n'avait pas cessé de pleuvoir. Qu'à cela ne tienne, Donald Trump déclara que la pluie avait cessé quand il commença son discours et que les averses reprirent quand il fut terminé. Mais alors que le New York Times rappela qu'il avait plu sans discontinuer durant toute la cérémonie, un autre responsable de l'équipe présidentielle de Trump répondit « Je pense que parfois, nous pouvons être en désaccord avec les faits. » Cette manière de traiter les faits permet de comprendre comment Donald Trump put caractériser comme fake news, littéralement fausses nouvelles, toutes les informations et les conclusions des enquêtes qui ne lui convenaient pas, comme par exemple celle des scientifiques américains de l'Agence de protection de l'environnement qui mettaient en garde contre le développement d'une politique industrielle favorisant les énergies polluantes. Par fake news, il ne faut pas entendre simplement une fausse information, qui pourrait désigner seulement une information erronée, non vérifiée ou transmise par erreur. Non, l'expression va plus loin. Elle signifie que le fait rapporté est en réalité le résultat d'un mensonge, le produit d'une tromperie délibérée. Fake news, fait alternatif, ces expressions laissent entendre que les faits sont des fabrications, qui dépendent seulement de l'opinion et de l'interprétation de leurs auteurs. Ainsi, les faits objectifs, les faits qui se sont réellement passés, qu'il ait plu ou non, pendant le discours de Trump, eh bien cela n'a aucune importance. L'essentiel, ce n'est pas la réalité des faits, mais ce qu'on dit à leur propos, ce qu'on fait croire qu'ils ont été, et l'impact du propos sur l'opinion publique. Nous serions ainsi entrés dans une nouvelle époque qui serait l'époque de la post-vérité. Époque où la vérité n'aurait au fond plus aucune importance, puisque désormais les faits peuvent être tenus pour des produits fabriqués qu'un pouvoir politique ou un groupe de pression invente à leur guise et dénonce comme fake news quand il ne les arrange pas. Alors on rétorquera peut-être que cela n'a rien de vraiment nouveau, sans même parler des régimes totalitaires dans lesquels le mensonge est systématiquement organisé. On n'a pas attendu la post-vérité et Donald Trump pour pratiquer la désinformation et la falsification dans les démocraties. Il suffit ici de rappeler quelques exemples. Souvenons-nous des fausses preuves produites en 2003 par l'administration américaine sur les armes de destruction massive dont aurait disposé Saddam Hussein afin de justifier l'intervention en Irak. Souvenons-nous encore qu'en 1986, les autorités nucléaires françaises avaient publié un communiqué affirmant qu'après l'explosion
de la centrale nucléaire de Tchernobyl, la hausse de la radioactivité en France était, je cite, non significative pour la santé publique. À cette liste, on pourrait ajouter le scandale du chlordécone, celui du Mediator, que les autorités sanitaires ont longtemps couvert. Donc, rien ne serait véritablement nouveau. Le respect de la vérité n'a pas été toujours la priorité des États démocratiques, loin de là. Et on sait qu'il leur arrive souvent de pratiquer la désinformation. Mais justement, avec la post-vérité, il ne s'agit plus seulement de mensonges et de falsifications. Plus gravement, il s'agit d'une indifférence totale à la vérité, qui s'accommode désormais d'un brouillage des frontières entre le vrai et le faux. Peu importe qu'une information soit vraie ou soit fausse, elle est seulement ce qu'on en fait. Et c'est ainsi que nous serions entrés dans une époque où désormais la vérité n'a plus de valeur, où elle est devenue en quelque sorte hors de propos. Alors, qu'en est-il précisément ? Comment expliquer ce phénomène ? Et en quoi est-il dangereux pour le devenir des démocraties ? Eh bien, ce sont les questions que je voudrais aujourd'hui aborder dans cette émission, en m'appuyant sur la lecture de 2 essais de la philosophe Hannah Arendt. Elle est née en 1907, elle est morte en 1975. Alors, le premier essai est écrit en 1965, il a pour titre « Vérité et politique », et il se trouve intégré dans un ensemble d'essais réunis sous le titre « La crise de la culture ». Le deuxième a pour titre « Du mensonge en politique ». Il est publié après l'affaire des Pentagon Papers, ces documents secrets du Pentagone, dont la publication par le New York Times en 1971 révèle les mensonges des gouvernements américains successifs, de Kennedy à Nixon, en passant par Johnson, concernant la politique menée tout au long de la guerre du Vietnam. Comme l'indique Hannah Arendt dans une note au début de son essai « Vérité et politique », celui-ci est écrit en réponse aux attaques qui ont suivi la publication en 1963 de son livre sur Eichmann, le chef de la logistique de la solution finale, dont le procès a eu lieu à Jérusalem en 1961. Le titre de l'ouvrage était « Eichmann à Jérusalem » et le sous-titre était « Rapport sur la banalité du mal ». Alors par ce livre, Arendt voulait mettre l'accent sur 2 faits très dérangeants et qui lui paraissaient maintenus dans le silence. Il s'agissait d'abord de la médiocrité du personnage d'Eichmann, qui était sans commune mesure avec l'image du nazi monstrueux qu'on s'imaginait à l'époque. Ce qui ne revenait nullement à banaliser l'horreur du crime, tout au contraire. Et soit dit en passant, Arendt n'est jamais tombé dans l'image inverse d'un Eichmann bureaucrate insignifiant, exécutant simplement les ordres de ses supérieurs, comme le lui reprochent un certain nombre d'historiens aujourd'hui. Deuxième fait, Arendt insiste sur la responsabilité des conseillers juifs dans l'aide qu'ils apportèrent aux nazis pour recenser et envoyer leurs frères dans les camps de la mort. Pour Arendt, témoigner de ces faits, c'était le moyen d'amorcer une réflexion impartiale sur la tragédie qui s'était déroulée, et l'impartialité exige qu'on dise la vérité sur les faits, quel qu'en soit le prix, quel que soit le lien d'appartenance que l'on peut avoir à une communauté. Cela lui fut violemment reproché. Hannah Arendt fut accusée de ne pas aimer le peuple juif. C'est donc pour répondre à ces accusateurs, elle évoque l'étonnante quantité de mensonges sur ce qu'elle avait écrit et sur les faits qu'elle avait rapportés, donc c'est pour répondre à ces accusateurs qu'Hannah Arendt entreprit de rédiger Vérité et politique.
Mais cette fois, il s'agissait d'élargir la réflexion, de s'interroger d'une manière plus générale sur le conflit qui a toujours opposé la vérité et la politique. Elle pose ainsi deux questions au début de son essai. Celle d'abord du dommage que la politique peut produire en matière de vérité, étant entendu que les mensonges ont toujours été considérés comme des outils nécessaires et légitimes dans le domaine politique. Puis, celle de la portée de la vérité dans le domaine politique. Est-ce que la vérité n'est pas condamnée à l'impuissance ? Est-ce qu'elle n'est pas condamnée à s'effacer et à se taire ? Alors, dans les limites de cette émission, je ne peux pas bien sûr restituer toutes les analyses de l'essai de Hannah Arendt. J'aborderai surtout ce qu'elle dit de la nature du conflit entre la vérité et la politique dans l'époque contemporaine. Alors, au début de l'essai, Arendt fait un historique de ce conflit. Elle consacre un certain nombre de développements à des philosophes comme Platon, Hobbes, Spinoza, Kant. Ce qu'elle dit de Spinoza me paraît assez discutable, mais passons. Et essayons de résumer son propos, même si c'est très grossier. Essayons de résumer ce qu'elle dit de l'histoire jusqu'à l'époque contemporaine. Longtemps, le conflit entre la vérité et la politique a concerné essentiellement les vérités rationnelles. L'époque moderne, qui commence après la Renaissance en Europe, a vu progressivement la science conquérir son autonomie à l'égard du pouvoir politique. Cela ne s'est pas fait sans douleur. On sait que Galilée fut condamné au XVIIe siècle par l'Église et contraint d'abjurer sa théorie astronomique qu'elle considérait à la fois comme une erreur et une hérésie. Mais le conflit se trouve réglé avec la séparation de l'Église et de l'État et la perte de la prétention de l'Église à gouverner. Je résume bien sûr très très grossièrement. J'en arrive à l'époque contemporaine. Et là, le conflit change de nature. Il va se déployer dans le domaine politique, car il concerne désormais essentiellement les vérités de fait. Alors, de quels faits s'agit-il exactement ? Non pas bien sûr de faits anodins, comme le fait qu'il fait beau aujourd'hui, mais des faits qui ont une dimension politique et historique. Ces faits sont extrêmement vulnérables car ils peuvent être aisément contestés et niés par le pouvoir politique lorsqu'ils s'avèrent dérangeants pour lui. Je cite ici Hannah Arendt. Et si nous songeons à présent aux vérités de fait, à des vérités aussi modestes que le rôle, durant la Révolution russe, d'un homme du nom de Trotsky, qui n'apparaît dans aucun des livres d'histoire de la Russie soviétique, eh bien nous voyons immédiatement combien elles sont plus vulnérables que toutes les espèces de vérités rationnelles prises ensemble. Fin de citation. Alors en quoi les vérités de fait, comme le fait que Trotsky a été l'un des principaux dirigeants de la révolution soviétique, en quoi les vérités de fait sont-elles plus vulnérables que les vérités rationnelles ? Alors ces dernières sont des vérités qui ne dépendent que du seul exercice de la raison, comme les vérités de la logique ou des mathématiques. Elles sont ainsi entièrement indépendantes des faits, et leur nécessité s'impose à l'esprit. Ce n'est pas le cas des vérités de fait. Comme l'écrit Hannah Arendt, les faits n'ont aucune raison d'être ce qu'ils sont. Ils sont vulnérables par leur contingence. C'est-à-dire qu'un fait, c'est ce qui a eu lieu, c'est ce qui s'est passé, on le constate, mais il aurait pu ne pas se produire, ou il aurait pu se produire autrement. Alors que le contraire d'une vérité de raison est impossible, le contraire d'une vérité de fait est tout à fait possible. Il se trouve que Trotsky a été l'un des dirigeants de la révolution soviétique, mais il aurait pu ne pas exister, ou il aurait très bien pu ne pas le devenir. Dès lors, on comprend pourquoi il est facile à un pouvoir politique de s'en prendre à des vérités de fait. Certes, le pouvoir stalinien ne pouvait pas faire que Trotsky n'ait pas été l'un des dirigeants de la révolution soviétique,
Mais il pouvait faire en sorte d'en supprimer la trace, en rayant son nom des livres d'histoire et en le faisant disparaître des photos. Comme je le disais, les faits et les événements qui dérangent surtout un pouvoir, ce sont ceux qui concernent une pluralité d'hommes qui partagent une histoire commune. Et parce qu'ils ont été engendrés par des hommes qui vivent et agissent ensemble, ils constituent, comme l'écrit Hannah Arendt, ils constituent la texture même du domaine politique. Désormais, le pouvoir politique ne combat plus une théorie scientifique qui met en cause la conception du monde qui était jusqu'alors admise comme un dogme, comme c'était le cas de la théorie astronomique de Galilée. Mais en cherchant à falsifier et à effacer des faits, il livre bataille sur son propre terrain, selon la formule d'Hannah Arendt. Il veut supprimer tout ce qui lui paraît lui faire obstacle. Comme va le montrer Hannah Arendt, il y a plusieurs manières d'effacer des vérités de fait qui sont perçues comme dérangeantes. C'est ce que nous verrons après la première pause. Comme le montre Hannah Arendt dans son essai « Vérité et politique », il y a 3 manières d'effacer des vérités de fait, perçues comme dérangeantes. La première, on l'a vu, concerne avant tout les pouvoirs totalitaires, comme le pouvoir nazi ou le pouvoir stalinien. C'est celle qui consiste à faire disparaître les traces d'un fait ou d'un événement.
on fait disparaître le nom de Trotsky des livres d'histoire, on efface son personnage des photos. C'est ce type de falsification qu'Hannah Arendt a étudié dans le premier grand ouvrage qu'elle a écrit et qu'elle a consacré aux origines du totalitarisme, particulièrement dans son dernier tome, Le système totalitaire. J'en cite un extrait. Le totalitarisme ne se contentera pas d'affirmer contre l'évidence que le chômage n'existe pas. Sa propagande lui fera supprimer les indemnités de chômage. Fin de citation. Alors on pourrait poursuivre en montrant que les chômeurs seront envoyés dans des camps, non pas en tant que chômeurs, mais en tant que parasites. Ainsi, le chômage disparaît jusque dans les paroles qui nient sa réalité. Le mot de chômeur n'est plus prononcé. Dans les gouvernements totalitaires, le mensonge est adopté comme premier pas vers le meurtre, le plus souvent. Je cite encore Hannah Arendt, parlant du cas de Trotsky dans son essai. Quand Trotsky a appris qu'il n'avait jamais joué un rôle dans la révolution russe, il a dû savoir que son arrêt de mort avait été signé. Il est clair qu'il est plus aisé d'éliminer des archives de l'histoire une figure publique si elle peut être éliminée en même temps du monde des vivants. Fin de citation. Le mensonge totalitaire est ainsi la forme la plus radicale d'effacement d'un fait, et il ne suffit plus de le confronter à la réalité pour le démasquer, car c'est la réalité elle-même qu'il détruit. Sa texture factuelle, pour parler comme Hannah Arendt, pour la mettre en conformité avec la fiction qu'il veut imposer. Il y a une deuxième forme de négation et d'effacement des vérités de fait, moins radicale, mais aussi très efficace, qui ne se pratique pas seulement dans les régimes totalitaires, mais peut l'être également dans les régimes démocratiques. Elle consiste à interdire la discussion publique sur des faits que chacun connaît, mais dont il convient de ne pas parler, ou de ne parler plutôt qu'en privé, comme si ces faits étaient des secrets qu'il est dangereux de divulguer. Hannah Arendt écrit ainsi: même dans l'Allemagne hitlérienne et la Russie stalinienne, il était plus dangereux de parler des camps de concentration et d'extermination, dont l'existence n'était pas un secret, que d'avoir à exprimer des vues hérétiques sur l'antisémitisme, le racisme et le communisme. Fin de citation. C'est en évoquant publiquement un fait comme l'existence des camps qu'on lui donne le statut d'une vérité qui devient gênante pour le pouvoir politique dans ces régimes totalitaires. D'une autre façon, c'est en évoquant publiquement dans son livre sur Eichmann la médiocrité de son personnage et le rôle joué par les conseils juifs qu'Hannah Arendt va se heurter à l'hostilité d'une grande partie de l'opinion, au cœur même d'une société démocratique, comme s'il y avait là des vérités inassimilables dont il ne fallait surtout pas parler. Il y a enfin une troisième manière d'effacer les vérités de fait, sur laquelle insiste Arendt dans son essai, et qui se produit là seulement dans les régimes démocratiques. Cette fois, les vérités de fait sont tolérées sur la scène publique, mais elles sont transformées en opinion, comme s'il pouvait y avoir débat sur l'existence des faits rapportés. Je cite Hannah Arendt. Comme si des faits tels que le soutien d'Hitler par l'Allemagne ou l'effondrement de la France devant les armées allemandes en 1940 ou la politique du Vatican pendant la Seconde Guerre mondiale n'étaient pas de l'ordre de l'histoire, mais de l'ordre de l'opinion. Fin de citation. On fait ainsi comme si l'existence du fait rapporté dépendait de l'interprétation de celui qui en parle. De la même manière, il y a quelques années à la télévision, Jean-Marie Le Pen déclarait à propos des chambres à gaz qu'elles n'avaient été somme toute qu'un détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale.
Et quand un journaliste lui demanda de justifier sa déclaration, il répondit qu'il n'était pas historien et que l'existence des chambres à gaz relevait d'un débat entre les historiens. Or, précisément, il s'agissait pour lui, de cette manière, de confondre la réalité historique avec une simple affaire d'opinion. La vérité de fait dérangeante, ici l'existence des chambres à gaz, est transformée en opinion, ce qui permet de se débarrasser de son évidence factuelle et de la rejeter. S'il ne s'agissait que de faits sans importance, l'affaire ne serait pas grave. Mais il est question ici d'événements dont l'importance politique est considérable, car ils mettent en jeu le monde dans lequel nous vivons, et dont il est important de reconnaître l'histoire, si nous voulons nous situer et pouvoir nous y orienter. Arrivé à ce stade de l'analyse, on peut se demander si le conflit entre la politique et la vérité est à jamais insurmontable. Ce problème concerne ici les régimes démocratiques, dans lesquels il y a un espace public de discussion, où ont lieu des débats d'opinion. S'il y a, comme on l'a dit, une tendance à convertir les faits en opinion, doit-on en conclure que la politique est à jamais incapable d'entendre et d'accepter la vérité de faits qui peuvent apparaître dérangeants? Comment expliquer cette tendance qui révèle une vulnérabilité des vérités de faits en régime démocratique? Peut-on la surmonter et de quelle manière? Alors ici, il faut approfondir l'analyse et montrer où se situe la difficulté. D'un côté, les vérités de fait ont en commun avec les opinions de supposer la pluralité des hommes. Et puis de l'autre, elles en sont bien distinctes, en ce qu'elles sont précisément des vérités qui ne souffrent aucune discussion. Alors, je reprends. Comme les opinions, les vérités de fait supposent la pluralité des hommes, et c'est pourquoi on est tenté de les confondre avec elles. Une vérité de fait se rapporte à un événement, à des circonstances dans lesquelles une pluralité d'individus se sont trouvés engagés. Contrairement aux vérités rationnelles, une vérité de fait ne se découvre pas dans la solitude de la pensée. Elle n'existe que si elle est avérée, que si elle repose sur des témoignages, que si elle est partagée dans des récits communs. En ce sens, la vérité de fait est politique par nature, au sens où elle est inscrite dans la pluralité humaine. Et les faits et les opinions relèvent tous deux de cette pluralité. Comme le précise Hannah Arendt, leur proximité tient au fait que les faits sont la matière des opinions. Précision très importante, qui signifie que les opinions ne sont légitimes qu'aussi longtemps qu'elles respectent les faits. Une opinion digne de ce nom ne peut pas affirmer n'importe quoi, elle ne peut légitimement exprimer un point de vue sur un fait que si, d'abord, elle en reconnaît précisément l'existence. Je cite Hannah Arendt. « La liberté d'opinion est une farce si l'information sur les faits n'est pas garantie et si ce ne sont pas les faits eux-mêmes qui font l'objet du débat. » Certes, les faits purs n'existent pas. Il n'existe aucun fait qui soit indépendant d'une mise en récit, d'une histoire, qui lui donne sens et forme, et qui suppose une interprétation et un choix. Il suffit de penser ici à l'événement de la prise de la Bastille, le 14 juillet 1789. C'est un fait que des milliers de Parisiens, venus essentiellement du faubourg Saint-Antoine, s'en sont pris ce jour-là à la forteresse de la Bastille. Mais cela n'est vraiment devenu un événement historique que plus tard, quand le fait a été interprété et inséré dans un récit qui présente la prise de la Bastille comme le soulèvement du peuple contre l'arbitraire royal et signe la fin de l'Ancien Régime.
Alors on pourrait ainsi multiplier les exemples. Que le fait donc soit intégré et organisé en récit, que cette configuration résulte d'une perspective et d'un choix de la part d'un historien, cela ne signifie pas que la matière du fait relève, quant à elle, de l'opinion et de l'interprétation. Il n'y a pas ici de fait alternatif. La matière factuelle est un socle intouchable. La vérité de fait est ainsi quelque chose que l'on ne peut pas changer, comme le montre l'homme politique Clémenceau dans la conversation qu'il eut dans les années 20 avec un représentant de la République de Weimar au sujet des responsabilités dans le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Hannah Arendt rapporte cette conversation. Je cite. On demanda à Clémenceau « À votre avis, qu'est-ce que les historiens futurs penseront de ce problème embarrassant et controversé ?» Il répondit « Ça, je n'en sais rien. Mais ce dont je suis sûr, c'est qu'ils ne diront pas que la Belgique a envahi l'Allemagne. » Telle est la matière factuelle, indiscutable, intangible, qu'on ne peut pas mettre en doute. J'ajouterais apparemment intangible. Parce qu'on sait, malheureusement, depuis l'expérience des régimes totalitaires, et puis celle des tentatives négationnistes, de réécriture d'histoire, qu'il est possible d'en supprimer la trace. Cette matière factuelle, qui paraît donc intouchable, s'avère elle-même vulnérable. Mais quoi qu'il en soit, les vérités de fait ont une matière factuelle qui les distingue des opinions et des interprétations. Et nous marquerons ici une seconde pause avant de poursuivre notre propos. Silence and spaces I'm too small to fill. Chances I've wasted by standing too still. Wars I've been waging with no one to fight, no one to save from the dead of the night. Fearing this feeling is out of control. Chaos is sweeter than nothing at all. Warnings and changes, alarms in the heart. Progress in danger, the light in the dark. Learning to savor the dark in the light. Feeling my way through the dead of the night. Fearing this feeling is out of control. Chaos is sweeter than nothing at all. Silence and spaces I'm learning to fill. Chances I'm making by standing this still. Fearing this feeling is out of control. Chaos is sweeter than nothing at all. Fear
Même si elles s'inscrivent comme elles dans la pluralité humaine, les vérités de fait s'opposent aux opinions dans ce que Hannah Arendt appelle, je cite, le mode d'assertion de leur validité. Des affirmations comme la somme des angles d'un triangle est égale à 2 droits, ou en août 1914, l'Allemagne a envahi la Belgique, ne concernent certes pas des vérités de même nature, mais une fois perçues et déclarées comme vraies, ces vérités s'imposent sans discussion. Elles ne font pas l'objet d'un débat. Ou comme l'écrit Hannah Arendt, elles sont au-delà de l'accord, de la discussion, de l'opinion ou du consentement. Et c'est ici que se noue le problème. Si les vérités de fait s'imposent et ne souffrent aucune discussion, alors qu'au contraire, les opinions peuvent être discutées et rejetées lorsqu'elles apparaissent dérangeantes, comment éviter que le débat politique ne les rejette ou ne les mette pas à l'écart en les transformant en opinions? Pour aborder ce problème, il faut examiner de près le mode de pensée qui est celui de la pensée politique. On verra alors que loin d'impliquer le rejet ou la mise à l'écart des vérités de fait, la nature représentative de ce mode de pensée exige au contraire leur respect et leur préservation comme condition de tout débat politique. Hannah Arendt écrit « La pensée politique est représentative ». Qu'entend-elle par là? Elle entend que lorsque je me forge une opinion, lorsque je forme un jugement politique, je me rends présente à l'esprit la position de ceux qui sont absents. Je me représente leur position. Je m'efforce ainsi de penser en me mettant à la place de tout autre, en imaginant comment je sentirais, comment je penserais si j'étais à sa place, face à tel événement, face à une question donnée. J'envisage ainsi cette question sous différents points de vue, selon diverses perspectives, et je m'efforce à l'impartialité en tâchant de m'élever au-dessus de mes seuls intérêts particuliers ou de ceux de mon groupe, pour en juger. La nature représentative de la politique appelle ainsi la discussion et le débat, pour qu'il y ait confrontation des points de vue et des opinions. Mais cette discussion et ce débat sont impossibles si la vérité du fait qui est en question est niée, si l'opinion n'est pas informée de l'existence de ce fait, et si celle-ci n'est pas reconnue par tous ceux qui débattent. Je reprends la formule d'Hannah Arendt que je citais tout à l'heure. La liberté d'opinion est une farce si l'information sur les faits n'est pas garantie et si ce ne sont pas les faits eux-mêmes qui font l'objet du débat. On comprend bien à partir de là qu'il ne peut être question de débat politique dans le monde de la post-vérité, dans le monde de Donald Trump, où la vérité des faits n'a strictement aucune importance. Pour que la discussion et le débat politique soient possibles, il faut que les vérités de faits soient respectées, comme ce qui est précisément hors débat. C'est-à-dire que le respect des vérités de fait, comme ce qui est hors débat, est la condition qui seule rend possible un débat politique authentique. Alors la réflexion menée par Hannah Arendt sur les régimes totalitaires lui a permis de montrer à quelles conséquences aboutit l'effacement des vérités de fait. Quand une société tout entière est en proie au mensonge organisé, c'est toute la texture factuelle, pour reprendre sa formule, c'est-à-dire ce qui constitue la réalité commune des hommes, c'est toute cette texture factuelle qui se trouve recouverte par le mensonge. Les individus, contraints de survivre sous la loi du mensonge,
finissent par devenir indifférents à la vérité et par ignorer la frontière qui la sépare du mensonge. Le plus grave n'est pas que désormais les mensonges aient remplacé la vérité et qu'ils soient acceptés comme vérité. Le plus grave n'est pas là. Le plus grave, c'est la disparition du monde commun qui en résulte. En détruisant la vérité comme moyen mental qui permet aux hommes de s'orienter, eh bien, le mensonge organisé détruit le sens par lequel ils pouvaient s'orienter dans le monde réel. L'effacement de la frontière entre le vrai et le faux ruine toute confiance dans les témoignages. Il n'y a plus d'espace public qui permette de partager des expériences. Alors on aurait tort de croire qu'un tel danger ne concerne que les sociétés totalitaires. Comme l'indique Hannah Arendt, il y a dans les sociétés démocratiques une manipulation de masse qui peut s'avérer redoutable. Alors bien sûr, elle n'est pas imposée par la terreur, c'est autre chose. Elle procède plutôt d'une forme de conditionnement de l'opinion. Et ici, la lecture du deuxième essai d'Hannah Arendt, que j'ai cité au début, est très instructive. Cet essai a pour titre « Du mensonge en politique » et, je le disais tout à l'heure, il s'appuie sur la publication des Pentagon Papers par le New York Times en 1971. Ces documents ont été remis par Daniel Ellsberg au journal New York Times. Daniel Ellsberg qui peut être considéré comme le premier lanceur d'alerte bien avant Julian Assange. La publication de ces documents révèle l'immense tromperie à laquelle s'est livrée l'administration américaine pendant des années sous plusieurs gouvernements, Kennedy, Johnson, Nixon, concernant la guerre du Vietnam. Ces documents révèlent deux types de mensonges qui convergent dans le même sens. D'une part, les responsables des relations publiques de l'administration se chargent de considérer l'espace public comme un espace publicitaire. Ils se transforment ainsi en fabricants d'images pour vendre des opinions adaptées à différents publics et les persuader du bien fondé de l'effort de guerre. On dirait aujourd'hui qu'ils sont chargés de la communication, qu'ils sont chargés de produire un storytelling d'État. D'autre part, il y a les responsables de la résolution des problèmes, alors on dirait aujourd'hui les experts, les conseillers scientifiques et militaires, et eux sont chargés d'échafauder toute une série de théories pour expliquer les faits historiques et politiques et prévoir les conséquences de telle ou telle intervention. Ils construisent ainsi des hypothèses, des scénarios, des modèles, et ils traitent de la réalité comme si elle se pliait à des calculs et à des prévisions, sans tenir compte des faits, sans tenir compte des informations qui leur sont transmises par les services de renseignement, qui eux sont au contact de la réalité. Ces deux types de mensonges ont un seul et unique objectif, l'image des États-Unis, son image de première grande puissance mondiale. Tous les scénarios imaginés avaient en effet pour point commun de montrer que les États-Unis ne pouvaient pas perdre la guerre. Puis, quand les signes de la défaite commencèrent à apparaître, il s'agissait de montrer que les États-Unis devaient se retirer sans perdre la face, pour rester à la hauteur de leur image de plus grande puissance mondiale. Comme l'écrit Hannah Arendt, l'objectif n'était ni la puissance, ni le profit, il n'y avait pas grand-chose à gagner de ce côté-là, mais seulement de travailler à l'image de la première grande puissance mondiale. D'où l'immense pouvoir d'autosuggestion de ce mensonge. Plus le pays était engagé dans la guerre, et moins la défaite était envisageable. Alors que dans les coulisses, les services de renseignement montraient que la guerre n'avait vraiment aucune issue. Et c'est ce pouvoir d'autosuggestion qui a ainsi entraîné les États-Unis dans un conflit qui s'est révélé une catastrophe, qui a produit des millions de morts
et des destructions massives. Les menteurs ont été en quelque sorte captés par leurs propres mensonges. Les trompeurs ont fini par s'auto-tromper. Alors comme on le voit, il y a aussi dans les démocraties modernes un art du mensonge exercé en direction de la population. Et il s'agit dans ce cas de manipuler l'opinion en éloignant celle-ci du réel par l'imagination, c'est-à-dire par la fabrication d'une image, d'un récit qu'il s'agit de vendre et de faire accepter. Les vérités de fait qui dérangent le scénario sont alors mises de côté et transformées en opinions tout à fait contestables. Dans le cas des Pentagon Papers, comme on le sait, le salut est venu en 1971 de la presse, de toute la presse américaine, à commencer par le New York Times, puis le Washington Post. Elle a permis ainsi d'établir la vérité et de restituer le cadre d'une véritable liberté d'opinion qui permette aux citoyens de se faire une idée précise des choses et de s'orienter. Il n'était là pas sûr que l'intervention de la presse qui a eu lieu à cette époque pourrait se reproduire aujourd'hui. L'indépendance de la presse n'est pas vraiment garantie quand les médias sont principalement dans les mains des gouvernants et de quelques oligarques. Mais là, c'est une toute autre histoire. Chers auditeurs de Westrack, l'émission est maintenant terminée. Je vous dis, à la prochaine fois, vous trouverez le podcast de l'émission avec un plan sur le site de Westrack. À bientôt.